Alors, il y a pas mal de trucs là, tu dis plein de choses intéressantes et du coup, moi, ça me fait rebondir. Tu viens de dire la peur de l'échec. Toi qui as pas mal voyagé, notamment aux États-Unis, est-ce que tu dirais qu'il y a une culture de la peur de l'échec en France, par exemple? Clairement. Et je vais donner un exemple très concret. Il y a un événement aux États-Unis qui s'appelle le FailCon, F-A-I-L-C-O-N. Euh, donc en gros, on vient parler de ces échecs. Et aux États-Unis, Excellent. c'est un événement où, ok, voilà, j'ai échoué dans ça, là, j'ai vraiment fait n'importe quoi, ça m'a apporté ça comme résultat, c'est la pire décision que j'ai prise de toute ma vie, ça m'a planté ma boîte et tout. Les mecs, ils parlent correctement de leurs échecs. Je l'ai fait en France. Waouh, j'étais choqué tellement les gens ne parlaient pas d'échecs, pas de leurs échecs. En fait, leurs échecs, c'est oui, ben en fait, j'ai fait Sciences Po, mais au moment de passer mon diplôme et d'intégrer une grande entreprise française, ben j'ai lancé mon propre business. Et mes parents au début, ils croyaient pas en moi. Ouais, super, c'est pas un échec ça. Surtout que la personne, elle a cartonné dans son business. Donc il y avait vraiment ce truc. Et puis la peur aussi, je pense d'être jugé par ses concurrents. Il y avait notamment une autre responsable de Blablacar et une autre de, je sais plus quelle autre entreprise qui fait un peu le même business. Ils étaient là tous les deux et c'était impossible pour eux de parler de leurs échecs, comme s'il y avait une gêne, voilà. Et j'ai trouvé ça très dommage. Donc ouais, je trouve qu'en France il y a cette culture de l'échec, mais qui est aussi inculquée par le système. Depuis petit, on te montre que si tu échoues, tu as des mauvaises notes, tu vas au fond de la classe, t'es montré du doigt, clairement. Donc, tu n'as pas envie de reproduire ce schéma-là plus tard. Tu as peur d'échouer. Quand tu échoues dans une entreprise, exemple, tu foires complètement ton entreprise et tu as comment on appelle ça, Un redressement liquidation ou... judiciaire. D'accord. Liquidation judiciaire. Si tu n'as pas fait certaines choses, je vais être quand même, je vais pas mentir, il y a quand même des choses à faire. Si tu n'as pas fait certaines choses, qui en gros c'est de dire ben je 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 fais une procédure de liquidation judiciaire. Et la raison pour laquelle ça peut arriver, c'est tout simplement que tu crois tellement dans ton projet que tu te dis non, je sais que je vais y arriver, on va y aller, tu as peut-être tes salariés qui sont avec toi, etc. Mais si ton entreprise plonge alors que tu avais tous les signaux que ça n'allait pas et que tu as essayé de redresser la barre, en France, on considère que c'est une faute. C'est pas une erreur, c'est une faute. Et tu peux avoir une interdiction de gérer une entreprise pendant plus de 5 ans et de créer une entreprise pendant plus de 5 ans. Je trouve ça mais horrible. Aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est T'as vrai. planté une Ouais. boîte, t'as planté une deuxième, on va dire hé hey mec, t'as appris tellement de choses que j'ai hâte de te laisser une opportunité pour que tu puisses lancer une nouvelle boîte, quoi. Parce Ouais, que ouais, tu as ouais, appris beaucoup de tes erreurs. c'est clair qu'on n'a pas du tout la même façon d'appréhender l'échec. Et du coup, alors par rapport à ce que tu disais juste avant, par rapport à ton séminaire de méditation, toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement dans ta réalité entrepreneur? Ça a changé beaucoup de choses. Déjà, mon niveau de certitude de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que les insécurités, c'est quelque chose qui est justement pas rationnel, que tu peux ressentir à différents niveaux. Quand mon fils est arrivé, j'avais aucune raison de me sentir en insécurité. Pourtant, je me suis senti en insécurité parce que, ben, on va dire, il y a la prise en charge d'un nouvel être, de dire, ben, limite, là, quel que soit ce qui m'arrive dans ma vie, je devrais toujours subvenir à ses besoins. Donc, ça met une forme de pression. Et là, dans ce séminaire-là, le fait de travailler vraiment dans le corps, en introspection et aussi quand on a fait une méditation de plus de 6 heures, quand tu es 6 heures juste avec toi-même, il y a des choses qui remontent que tu commences à ressentir. Et en fait, j'ai ressenti que cette stabilité, elle n'était pas à l'extérieur, elle était en moi. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les signaux d'une stabilité et te sentir en insécurité. Et à l'inverse, tu peux avoir tous les signaux de l'insécurité et te sentir en instabilité, mais ça dépend de ce que tu ressens à l'intérieur. Donc j'ai vraiment ressenti ça que autant ça que aussi quand on est confronté, qu'on s'expose, tu vois, quand tu t'exposes ton image, tu es victime du jugement, victime du regard des autres, bienveillant comme malveillant. Il y a des gens qui se rendent pas compte que c'est tout un travail que tu fais et qui vont sur une pub te dire un truc du genre mais t'as rien à dire, je sais pas quoi. Enfin bref, tu vois. Faut encaisser. Enfin, je trouve que c'est pas facile à encaisser pour tout le monde. Mais en tout cas, ça permet de travailler, et la méditation, ça me permet aussi de travailler cette stabilité intérieure, de ne pas m'approprier
les gens qui n'y croient pas, qui disent mais t'es un arnaqueur, tu dis comment faire 100 000, alors que pour moi, je dirais que c'est, enfin, par rapport au parcours que j'ai eu, c'est pas quelque chose d'insurmontable ou de compliqué, mais des gens pour qui c'est très 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 difficile, je comprends leur douleur, je comprends à quel point dans leur monde, dans leur réalité, ce n'est pas possible. Donc maintenant, je l'aborde aussi avec beaucoup plus d'empathie et de compassion, et je ne réagis pas. Donc ça m'apporte ça. Et ça m'apporte aussi un certain niveau d'énergie. Je vais encore citer Tony Robbins, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. J'ai fait quelques de ses séminaires et il parle du peak state. Donc, c'est l'état dans lequel tu es, l'état d'énergie, l'état émotionnel dans lequel tu es, qui va te permettre d'accomplir des grandes choses. Il suffit tu vois, par exemple, là, on fait cette interview, moi, je suis debout. Pourquoi je suis debout? C'est pour être pleinement ancré, présent, voilà. Donc là, je suis dans une énergie qui me permet de vraiment délivrer au mieux mon message, de mettre l'intention dedans, etc. Et ce que j'aime dans cette approche-là, c'est de dire, on a la capacité de définir une des choses qui va être le plus déterminant pour nous, c'est notre niveau d'énergie physique et aussi émotionnel pour presque toute la journée. Et la méditation, parce que ça permet aussi de réguler les hormones, etc., ça va te permettre de réguler tes émotions. Si tu es stressé, la méditation, c'est juste génial. Et donc, ça permet tout ça. Ça permet le contrôle des émotions, parce qu'on sait très bien que quand on est dans une certaine attitude, comme je le disais au début, ton attitude définit ton altitude. Quand tu es dans une certaine attitude, il y a des attitudes qui vont te permettre de plus réussir et d'autres qui vont te pousser à être plus en situation d'échec. Il suffit juste de voir, même physiologiquement, physiquement, les personnes qui ont confiance en elles, comment elles se tiennent, c'est quoi leur attitude, qu'est-ce qu'elles dégagent, quand elles rentrent dans une pièce, comment est-ce qu'on les regarde, comment est-ce qu'elles bougent, etc. Tout ça, ça définit ce qui va se produire après. Donc, quand on a compris ça, pour moi, on a envie en fait d'avoir une espèce d'hygiène de son énergie, de son niveau d'énergie et aussi d'émotion, et au même titre qu'on a une hygiène corporelle. Hein, et pour moi, la méditation, ça permet aussi de maintenir cette hygiène dans son énergie et dans son niveau d'émotion. Et ouais.